Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 62e épisode de Kiss My Ace au spécial où on va revenir sur la douzaine qu'on a eue à Indian Wells, premier Master 1000 de l'année chez les garçons, troisième WTA 1000 chez les femmes. On va revenir sur tout ce tournoi qui a livré d'excellents matchs, de très belles promesses pour la suite de la saison. Même si là, on va très vite partir à un autre gros tournoi à Miami. Donc, on va faire le débrief de tout ça. Pour ce faire, je ne serai pas seul, évidemment, je serai accompagné d'Alice. Comment ça va, Alice? Ça va super bien. Écoute, c'était chouette de retrouver ce soleil d'Indian Wells. Et puis voilà, on est dans le premier Sunshine Double. Et puis ça s'est senti hein, au niveau de la chaleur, de la météo et puis des résultats aussi. On va pas perdre plus de temps, on va commencer dans l'ordre chronologique avec les femmes. Finale qui a opposé Sabalenka à Rybakina, revanche de la finale de l'Open d'Australie, et qui cette fois a sacré Arina Sabalenka. Mais bon, encore sur un match en 3-7, une nouvelle fois, match très serré. Surtout en fin de match où on a cru que Rybakina allait encore prendre l'avantage sur Sabalenka, mais non. Sabalenka a réussi à remonter son set de retard, 3-6, 6-3, 7-6, en sauvant une balle de match dans le tie-break. Et quelle balle de match sauvée avec un revers monstrueux. Mais on va vite en reparler. Donc, grâce à ça, Sabalenka reporte son premier titre à Indian Wells. Elle continue de compléter sa fantastique collection, 10e WTA 1000, deuxième titre de la saison déjà après Brisbane. Et pour le moment, 2026, Sabalenka, ça va jusqu'en finale au minimum, hein. C'est aberrant Mhm. la régularité et la force dont elle fait preuve. Mais bon, on va plus se centrer sur ce match-là en particulier en Californie. Alice, je vais te lancer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match avec plusieurs moments chauds de part et d'autre et cette fin de match complètement folle? Ah ouais, c'était un match complètement fou. Et puis je dois dire, même si on parle de ce match-là, moi je dois dire que je me lasse pas de ces confrontations entre Rybakina et Sabalenka. Je trouve qu'elle propose vraiment un tennis qui est enfin un narratif dans le match qui est chouette à voir que ce soit à l'Open d'Australie et là cette revanche et on sent que peut-être s'il pouvait commencer à avoir ce petit match-up un peu plus régulièrement ça serait vraiment quelque chose qu'on a envie de suivre comme à un moment on avait envie de voir aussi les Sabalenka Swiatek on les attendait ben voilà là j'ai l'impression qu'on attend sur dur en tout cas on attend les Sabalenka et Rybakina et ça a bien livré ses promesses et c'est sûr que sur ce match-là, j'avoue que je pensais Rybakina un petit peu plus en contrôle, euh, notamment après le premier set où voilà, elle part sur les chapeaux de roue avec plus d'énergie, comme dirait son coach. Et ce qui m'a impressionné vraiment, et bon, on sait que Sabalenka est une vraie championne, enfin elle est numéro un mondial, elle a pas volé son rang, voilà. Euh, mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir l'évolution peut-être du mental de Sabalenka qui s'est dit bah pas aujourd'hui quoi, vraiment pas aujourd'hui, comme tu le disais sur cette balle de match de fou quoi. Euh, Tu sens qu'elle avait pas envie de faire prendre deux fois et je pense que ça dit quelque chose de son mental. Oui, et ben moi, je vais t'avouer que quand elle sauve la balle de match avec son revers croisé à toute vitesse, j'ai vraiment crié seul chez moi. Vraiment, je m'attendais pas à ça parce que elle a vraiment dit, bon, c'est qui te double? Soit c'est un sauvetage miraculeux, soit c'est une faute milieu de couloir, et c'est passé. Et derrière, elle peut finir à 8-6 au dernier, enfin au tie-break du troisième. Me concernant, j'ai vraiment apprécié ce match, vraiment uniquement sur la fin, euh, à partir de 4-3 dans le troisième, dans le sens que j'ai l'impression que c'est quand même à ce moment-là que le match est vraiment parti, les deux joueurs étaient à leur meilleur niveau. Parce que dans le premier set, Rybakina est au-dessus, elle est bien mieux rentrée, Sabalenka partait à la faute très vite. Et surtout avec des erreurs bêtes, je trouve, soit elle a forcé ses coups, ou elle frappait souvent avec une jambe en l'air.
mais avec le poids de corps vers l'arrière. Enfin, elle a dû faire pas mal de fautes, j'ai pas le nombre précis, mais dans le rendu visuel, c'était quand même assez flagrant. Deuxième set, c'est plutôt, enfin, les rôles se sont intervertis, où même si Rybakina commence bien, plus le set est allé, plus Rybakina commençait à vouloir finir le point trop vite, à multiplier les fautes. Et puis ça s'est poursuivi début du troisième set où bah, Sabalenka elle break à 2-1. Et, euh, et c'est qu'à partir de 4-3 où Rybakina pardon, a eu deux balles de débreak que je trouve que les deux joueuses ont vraiment hissé leur niveau à leur meilleur au même moment où bah, il y a ce jeu serré mais où Sabalenka a réussi à faire 5-3 et puis le merveilleux jeu de Rybakina pour des breaks à 5-5 parce que certes Sabalenka a servi pour le match à 5-4 pour elle dans le troisième mais c'est pas vraiment elle qui foire, hein, même si il me semble qu'elle a pas passé énormément de premières sur ce jeu-là. Mais c'est Rybakina qui va chercher ses points, qui est très agressif, qui va vers l'avant et qui, pour le coup, prend certes plus de risques, mais des risques plus réfléchis et qui payent. Et après, il y a ce long jeu ensuite où Rybakina sauve 5 balles de break. Et ça va ensuite jusqu'au tie-break. Et puis, comme on l'a dit, elles se suivent. Le mini break à 6-5 pour Rebekina, mais revers fou. Et puis Sabalenka qui termine ensuite et ça la soulage énormément. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ce match-là. Comme toi, j'ai envie d'en voir plus, parce que c'est vraiment les deux meilleures joueuses actuellement hein, sur le circuit. Hein. C'est vraiment les deux Ah ouais, sur dur, qui dominent. c'est fou. Mm. Même si Et puis, derrière, on en reparlera peut-être plus tard dans le podcast, mais il y a des Vitulina, il y a des Fiatek, mhm. même une Noskova qui font un bon début de saison. Mais, mais Sabalenka et Rybakina, bah là, avec la finale, Rybakina est passé numéro 2 Ouais, tout mondial à fait. Et c'est et normal, c'est voilà, tellement, enfin, c'est exactement, c'est tout à justifié. fait normal. C'est les deux meilleures joueuses de la saison sur le premier trimestre. Euh, et puis voilà, donc à Miami, elles sont dans la même partie de tableau. Elles peuvent se jouer en demi-finale. Mais Mhm. j'espère qu'on aura une demi-finale, Sabalenka Rybakina. Ouais, c'est bah, après sur le tableau, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un de ces dilemmes. Des fois, il y a des joueuses que t'aimerais, enfin que t'aimerais voir se rencontrer plus tard. Bon, même si je pensais quand tu disais ça, Swiatek et Svitolina, bon, elles se rencontrent tard, hein, mais bon, quand même, je me dis, oh là là, des fois, c'est des matchs comme ça que t'aimerais bien voir en finale aussi. Je me serais régalée de voir un Svitolina Swiatek en finale. Donc, je sais que peut-être toi, tu as envie de voir Sabalenka et Rybakina. Ouais, bah, comme tu l'as dit, remarque, c'est pas possible, mais j'aimerais bien voir une petite finale un petit peu différente quand même à Miami. Mais ce qui m'a marqué aussi sur ce match, c'est que j'avais l'impression que Rybakina, elle faisait presque une Sabalenka dans le sens, dans son démarrage. On a plus l'habitude de voir Sabalenka démarrer fort contre Rybakina et ensuite renverser la vapeur. Là, j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse, enfin, que l'étape s'était complètement Mm. retournée. Mais Oui, je oui, pense oui, aussi que, ouais. bah, tu as raison sur le démarrage, mais c'est surtout Sabalenka qui est parti en retard. Beaucoup de Je- nervosité aussi. Je pense ouais, qu'il y avait aussi. énormément de nervosité Bah, parce que les vas-y. cicatrices, disons qu'on sentait bien les cicatrices de la finale de l'Open d'Australie, là. Là, Ouais, t'étais là, bah, elle surtout, gambergeait trop, je trouve. surtout que le scénario a failli se répéter, parce que à Melbourne, Sabalenka menait 3-0 dans le troisième set, et on se disait, bon, c'est la route, et au final, elle perd 6-4, il me semble, euh, Mm. dans le troisième à Melbourne. Ouais, c'est ça. Et, et là, elle mène 3-1. Et quand tu vois Rybakina qui s'accroche et qui revient, on a failli avoir un scénario très similaire. Surtout bah, que Rybakina a une balle de match.
Euh, Mhm. mais le scénario avec Melbourne a failli se répéter. Et si Rybakina avait pris ce match, je pense que Sabalenka aurait peut-être plongé dans les futurs tournois, en tout cas au moins contre elle. Euh, Ouais, c'est ce donc, que. Alors du coup, enfin bon, c'est ouais, c'est un peu de tennis fiction, mais je me demande comment elle aurait réagi à ça si effectivement elle avait perdu ce match. C'est vrai que je sais pas, tu vois, si c'est une. J'arrive pas trop à déterminer Sabalenka, cette Sabalenka-là, là, celle qu'on voit depuis peut-être 18 mois, si elle arrive vraiment à plonger contre une bête noire ou si au contraire, un peu, ça l'aurait encore plus énervée et elle se serait davantage rebellée sur les matchs suivants. Mais là, clairement, elle s'est dit non. Enfin, ça se voyait que, bah, ouais, comme tu disais, hein, ce revers, je pense qu'elle l'a vu ce scénario se répéter et elle a peut-être aussi elle senti que si elle laissait Rybakina prendre cet ascendant mental aussi, parce qu'on parle de Sabalenka, mais c'est vrai que Rybakina, je pense que du coup, si elle avait gagné là, elle aurait vraiment pris un ascendant sur Sabalenka et elle aurait envoyé un signal de fou au reste du circuit. Là, on sent que bon, ça titille, ça part d'un côté, de l'autre. Voilà. Il y a encore de la place pour du suspense quand même sur ces rencontres-là. bien sûr. Mais donc du coup, grâce à cette victoire, Sabalenka creuse l'écart au Ah classement ouais, avec ouais, elle est. Rybakina. Précisément, elle a 3242 points d'avance sur Rybakina qui passe numéro 2. Ce qui est phénoménal, hein, c'est limite trois tournois. C'était un grand chelem, un WTA 1000 et un 250 d'avance. Cette C'est... constance, quand même, c'est Ouais. fou, hein, parce que on parle de, effectivement, on parle du premier trimestre, mais même les derniers mois de l'année, enfin, je veux dire, elle était en finale aussi du WTA, enfin, du Masters, Sabalenka aussi, donc Bien sûr. c'est. Mais de toute manière, dans les grands rendez-vous, elle perd pas avant les demi-finales. Parce qu'il y a encore à Wimbledon où elle n'a pas fait finale. À Roland, elle va souvent jusqu'en demi. Je sais plus si elle a fait Mhm. si elle fait une finale à Roland, il me semble. Roland Garros, oui, en 2025, dernière. Mais il y a encore à Wimbledon où ça, entre guillemets, bloque au stade de la demi-finale, hein, où elle l'a fait trois fois. Mais même si Pas il pour y a longtemps, je pense, hein. c'est ça, mais même s'il y a énormément de joueuses qui aimeraient avoir trois demi-finales de Wimbledon, mais bon, au standard de Sabalenka, ça reste faible, entre guillemets. Surtout que, bah, on s'en rappelle quand même, l'année dernière contre Anisimova, elle a la place pour passer. Ouais, oui, Et oui, elle oui. flanche. En 2023 contre Jabber, on la donne vainqueur aussi. Et Jabber réussit à la retourner avec son jeu très spécial et vraiment aux antipodes du jeu de Sabalenka. Mhm. Donc, mais là, de toute façon, en WTA 1000, en Grand Chelem, c'est quasiment impossible de la battre très tôt dans le tournoi, hein. Il y a eu quelques exceptions, mais en soi, depuis, on va dire, 2, 3 ans, c'est extrêmement rare. Et c'est vraiment une régularité à souligner. Et là, si on prend sur le début de la saison, elle a joué trois tournois. Elle gagne Brisbane, elle fait finale à l'Open d'Australie et elle gagne Indian Wells. Donc elle est en 17-1 sur 2026. Avec ça, elle gagne son 10e WTA 1000, 23e titre en carrière. Alors qu'il lui reste encore pas mal d'années sur le circuit. Et puis surtout, quand on parlait du face-à-face avec Rybakina, c'était Rybakina qui l'a battu en finale du Masters l'année dernière. Et de manière plus globale, Rybakina restait vraiment sur deux victoires de suite sur Sabalenka. Et dans deux tournois très importants, donc il y avait eu le Masters et la finale de l'Open d'Australie, bien sûr. Là, je pense que ça lui fait vraiment du bien de revenir un peu dans cette rivalité Mhm. avec une victoire. Donc voilà, enfin, Ouais, Sabalenka domine. elles se sont affrontées beaucoup de fois, en fait, Ouais, quand même, bah, 16 fois déjà. ouais, 16 fois, et c'est vrai que là.
Finalement, ouais, Rybakina passe devant à 9-7, mais on sent que c'est vraiment très très proche. Et puis je trouve que ça s'est vraiment représenté sur cette finale-là où voilà, on a mis du temps quand même à savoir enfin, du temps jusqu'à la balle de match. C'était vraiment difficile de savoir qui allait sortir devant. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette finale, sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Mais Non, non, rien non, d'autre c'est à bon. ajouter, si ce n'est que je veux en voir d'autres. Peut-être Ah pas bah bien tout de sûr. suite, mais Ah, j'avoue que j'aimerais vraiment les voir sur terre battue, les deux là. bien sûr. Et c'est Voir où elles en surtout sont. la chance qu'on a, c'est que ces deux joueuses sont fortes sur toutes les surfaces. Ouais. Donc, que ce soit là à Miami ou plus tard sur ta battue, je sais pas, que ce soit à Madrid, à Rome, Roland, Stuttgart, Hambourg ou même à Wimbledon dans 4 mois, Mhm. elles sont totalement capables de livrer de gros matchs sur toutes les surfaces. Donc, on en veut encore sur le circuit, même si il y aura d'autres concurrentes. La saison sur un battu arrive dans 3 semaines, on va dire. Une certaine Iga Yes! Là, Swiatek va il pas me laisser tarde. son bout de pain comme ça. Et elle va sûrement revenir dans la conversation très vite, Iga. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait le tour côté féminin, on va passer à la finale homme, où, à la surprise générale, ce n'est pas un Sinner contre Alcaraz qu'on a eu, c'est Medvedev, qui a fait un excellent tournoi, qui s'est retrouvé face à Sinner. Daniil, qui a mis fin à la série d'invincibilité de Carlos Alcaraz en 2026. Carlos s'arrêtera donc à 16 victoires. Daniil a fait une demi-finale exceptionnelle contre Carlos. Et on l'a plus vu jouer comme ça depuis au moins quasiment 5 ans. Enfin, c'était vraiment prime Medvedev, très C'est incroyable. agressif. Ça va vers l'avant, ça monte à la volée. Daniel est monté plein de fois à la volée. Ouais, et c'était beau à voir, Et et c'est ça. c'était, Et ah en là là, plus, il en a c'était pas extraordinaire. raté tant que ça. Et surtout, un service ressuscité. Mhm. Bon, Thomas en parlerait mieux que nous, mais on a beaucoup dit que la descente aux enfers de Medvedev était due en partie à son service, qui ne faisait plus peur, plus mal, plus rien du tout. Et sur ce tournoi-là, il est revenu et ça l'a beaucoup aidé sur sa Moi, j'ai demi-finale et sa finale. Ce que j'ai Et trouvé impressionnant, c'était aussi la vitesse de ses coups. Je trouve qu'il a vraiment gagné en vitesse d'exécution. Comme tu disais, on le voyait vachement à la volée. Et ça s'est vu vraiment. Il y a aussi cette rapidité qui a mis la pression, tellement de pression sur que ce soit Alcaraz ou que ce soit Sinner. C'était, on avait presque oublié que ces joueurs-là, enfin, qu'on pouvait mettre la pression sur Alcaraz ou sur Sinner. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné, c'est que euh, il a trouvé des filières de jeu qui enfin, qui voyaient que Alcaraz était débordé. Enfin, débordé Alcaraz, faut y aller quand même. Mais bon, on y reviendra si là on parle que de la finale. Mais vraiment cette capacité que Medvedev ce joueur-là, j'aurais mm, jamais cru que c'était un Medvedev qui allait mettre la pression à Alcaraz et Sinner, comme quoi, quand il veut, il peut. Et bien qu'est-ce que sûr. c'est beau. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vraiment, bon, comme plein de gens, on n'y croyait plus. On le pensait mort, enfin, qu'il allait errer, on va dire, allez, pour être gentil, entre la 15e place et la 8e, quoi. Mais que plus Mhm. jamais, il remonterait à un niveau top 5 top 3 quoi. Et là, il l'a clairement montré. Sur une surface, Indian Wells, on l'a pas dit, mais qui va plus vite que les années précédentes. Bon, on n'est pas non plus sur un dur maxi Oui, rapide, mais ça- on a beaucoup critiqué ce tournoi pour sa lenteur, qui rapprochait vraiment de la terre battue parfois. Et Medvedev l'a dit en speech après la finale, parce que merci aux organisateurs d'avoir remis une surface plus rapide. Et donc ça a pu l'aider aussi. et ça c'est vu. Ouais. Et ça s'est vu sur l'ensemble du tournoi de toute manière. Et pour revenir sur la finale, même si Sinner gagne 7-6, 7-6, c'est vraiment pas joué à grand-chose. C'est joué à rien. Mais en soi,
Le 7-6, 7-6 aurait largement pu tourner en faveur de Medvedev, notamment dans le premier set où il monte à la volée, il laisse passer un passing pensant faute, et au final elle est dedans, et au lieu que ça fasse 6-4 pour lui, ça fait 5-5. C'est des micro détails, mais à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence. Et parce qu'en Ouais, plus, c'est dans le dernier jeu décisif, ça passe à rien là. À un moment, c'est ouais, 4-2 pour Sinner. Et tu sens que Daniel met tout ce qu'il a, mais et ça repasse du coup à l'avantage de Sinner, mais ça s'est joué à rien, ça se joue à très très peu. Et là, je me dis, mais voilà, s'il avait recollé à 4-3, Sinner sous pression, ça aurait pu basculer dans l'autre sens et on aurait peut-être eu un final différent. c'est Mais ça. Et puis dans le deuxième tie-break, il mène 4-0 et il se prend 7 points de suite. oui, Ça doit être terrible à vivre. Mais en soi, il menait 4-0. Enfin, il avait un break entier dans le deuxième tie-break. Et Sinner fait 7 points ensuite. Fabuleux. Mais voilà, enfin, il était vraiment très 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 proche de prendre enfin le titre à Indian Wells après une troisième finale, encore perdue, malheureusement pour lui, mais il a failli le prendre en enchaînant Alcaraz en demi, Sinner en finale, et il a été le deuxième joueur à réaliser l'exploit de battre Alcaraz et Sinner dans le même tournoi, après Djoko Masters 2023. Mais voilà, il était vraiment pas loin. Donc là, avec cette finale, il revient dans le top 10. À la 10e place, il vire Bublik de ce top. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ouais, c'est aussi sur cet enchaînement-là dont tu parlais de Alcaraz et Sinner, c'est que Medvedev, bon, effectivement, il a été sur un nuage sur ce tournoi, mais en même temps, j'ai eu l'impression que qu'il a montré que c'était pas si impossible que ça. C'est comme s'il avait livré un espèce de mode d'emploi à tous les autres en disant bon bah effectivement tu dois jouer ton meilleur tennis, t'as aucune chance si tu joues pas ton meilleur tennis, mais en même temps cet enchaînement-là qu'il arrive presque à faire, le fait que ce soit Medvedev qui y arrive presque, ça laisse quand même un peu de place, on se dit peut-être pour les autres quoi. Bien sûr. Après, ça reste un format 2-7. Le Grand Chelem, c'est encore une autre Ah oui, non, barrière à je faire, parle mais évidemment pas des grands sur, chelems, hein. euh, sur 98% des tournois de la saison, oui, il montre que c'est possible avec le même schéma que tu as dit. Et surtout, bon, et au-delà de revenir à la 10e place mondiale, il remonte que ça peut être, entre guillemets, le troisième homme. En Ouais. tout cas, sur le court terme, à voir après, on prend des pincettes, hein, à voir s'il confirme sur Miami, à voir si cette magnifique dizaine était un one shot ou est-ce qu'il va réussir à maintenir ça au moins sur Miami, parce qu'après, bon, Mais ouais. on passe sur terre battue et on sait que c'est pas sa surface de cœur. C'est Euh, plus qu'un one-shot, hein, je trouve, parce que comme il arrive de Doha, et pas dans les meilleures conditions pardon, de Doha, que dis-je, Dubaï, pardon. Et donc, du coup, oui, il arrive dans des conditions un peu rocambolesques, euh, et derrière, enfin, il arrive à continuer sur cette perf. Donc, c'est pas, ouais, c'est one-shot sur le tournoi, mais en même temps, il venait de s'en enfiler un. oui, Donc, mais ce que je veux dire, alors oui, si on dézoome sur les 6 derniers mois, c'est pas qu'un one shot, il prend quand même le titre à Almaty en fin de saison dernière, il prend Brisbane cette année. Et puis Dubaï, même si il gagne dans des conditions très spéciales, parce que il ne joue pas la finale, ouais, oui, oui. entre Grexpoor blessé et qui de toute manière était HS total, plus le début de guerre géopolitique entre États-Unis, Israël, Iran et dans le Proche-Orient, contexte politique très tendu. Et bon, dans le palmarès, ça comptera quand même. Et bon, après, on a suivi tout le périple avec les autres Russes, avec Rublev et Kachanov, où ils arrivent à Indian Wells en faisant un détour euh, énorme, en allant en voiture jusqu'à Oman et en prenant un avion ensuite. Enfin bref, c'est sûr que dans la tête, il n'arrive pas dans les conditions les plus simples, mais il va jusqu'en finale en livrant son meilleur tournoi, vraiment avec les deux meilleurs matchs de quoi? De ces deux, trois
4 dernières années, Ouais, en vrai. 4-5, hein, moi je dirais. Parce Franchement, que franchement, le dernier qu'on a eu surtout en demi-finale finale, franchement, ça devait faire depuis 2021 que j'avais pas vu un match, enfin, où j'ai un souvenir de match aussi fou de Medvedev. Alors on en oublie peut-être, sûrement, mais franchement, un match aussi choquant, franchement, ça doit faire époque en 2021 où il prend l'US Open et il est numéro un mondial, quoi. oui, c'est ça. Et puis cet investissement de bout en bout, parce que bon, voilà, il y a Ouais, aussi parfois un peu l'extra sportif avec Medvedev qui parfois bien sûr. va polémiquer et qui peut agacer. C'est un peu certains de ses détracteurs vont sortir ça. Mais là, ce Daniel-là, il était tellement focus et il sortait des trucs tellement fous que même, je pense que même ses détracteurs, je sais pas si on en a dans l'équipe, mais auraient pu dire non mais j'ai tellement aimé le regarder. Ouais, il avait un petit truc en plus cette fois-ci. Il Oui, le garde. bien sûr. Et surtout, comme tu l'as justement dit, là, il s'est focus que sur le jeu. Il n'y a pas eu d'histoire avec les balles, avec la surface, avec le terrain, avec l'arbitre. Enfin, voilà, il a tout laissé de côté, ou ni même avec sa boxe. Même si sa boxe a changé ces derniers temps. Mais voilà. Et quand on a un Medvedev sérieux et concentré, qui pense que au jeu et qui est très agressif et qui va vraiment vers l'avant et qui est pas passif, bah voilà, on a un fabuleux joueur. Et j'espère qu'il va pouvoir tenir ce rythme-là sur toute la saison. Parce que vraiment avoir un autre joueur qui peut de temps en temps aller titiller Alcaraz et Sinner, ça ferait grandement du bien au circuit. Sinon, on a beaucoup parlé de Medvedev, mais ça reste le perdant de la veille. Alors qu'on n'a pas du tout parlé de Sinner, mais quel match aussi de Yannick, où clutch à mort. Comme on l'a dit dans le premier tie-break, il laisse pas passer l'occasion. Dans le tie-break du deuxième, il est mené 4-0. Et là où beaucoup de joueurs auraient lâché l'affaire, lui, il dit non, je mets 7 points de suite et vous allez rien faire. Et il gagne. Et c'est fou. Enfin, Pour moi, c'est vraiment je te rejoins complètement là-dessus parce que pour moi, c'est un petit peu aussi la finale happy end pour tout le monde parce que je pense que si Yannick avait perdu, enfin, si Yannick Sinner avait perdu sur ce match-là, alors là, je crois que les doutes auraient continué vraiment il partait dans une spirale assez négative. Medvedev, même s'il perd, c'est quand même, il perd, mais il gagne quand même dans ce qu'il a réussi à produire, je trouve. Donc pour Sinner, ouais, c'est un peu, j'ai pas envie de dire que c'est de la chance, parce que non, c'est pas du tout de la chance. Il a eu ces moments complètement fous qu'on lui connaît. Il a réussi à déjouer le piège de Medvedev qui était vraiment compliqué à jouer. Donc oui, il fait un tournoi impressionnant, mais c'est marrant parce que je pense que comme tout le monde a été surpris de la défaite d'Alcaraz, comme beaucoup de commentateurs s'attendaient à ce que qu'Alcaraz triomphe encore et en plus sur Sinner, ça faisait presque un vainqueur surprise. Je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, toi, mais ce côté un peu ah bah oui, forcément, c'est le voilà oui, quoi. parce que moi au moment où Sinner gagne, je l'ai pas pris comme une surprise parce que ben soit il était quand même dans les favoris, mais c'est plus avec ses deux dernières défaites, il avait un peu perdu de l'aura du joueur qui ne perd jamais, sauf Ouais. contre Carlos. Bon, à un faible niveau quand même. Et là, le fait qu'il gagne, même s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour Sinner, bah ça remet une pièce dans la machine et ça rappelle à ceux qui sont fans de la culture de l'instant que non, Sinner reste numéro 2 mondial, il Ouais. peut repasser numéro un à tout moment. Et non, si t'es pas à 100% de tes capacités et que tu ne concrétises pas la moindre case que t'as, tu perds contre lui, c'est tout.
Il n'y a pas plus, comment dire, simple, entre guillemets, qu'avec Sinner à comprendre dans le sens où, non, enfin, Sinner reste une machine très bien huilée. Certes, Ouais, ouais. certes, il y a une défaite frustrante contre Djoko en demi à Melbourne. Il y a une défaite surprise contre Menchik à Doha, il me semble. Mhm. Et donc, ok, il y a deux petites sorties de route, mais il n'y a aucun joueur qui gagne tous les tournois et tous les matchs. Et, enfin bref, enfin, voilà, ils perdent déjà contre deux joueurs solides, ils perdent pas non plus contre des joueurs hors top 50 et un stade assez loin de la compétition, donc ça va. Et puis pour montrer un peu sa clochitude depuis 2025, Sinner, c'est 17 tie-break joués, 16 gagnés. Le seul perdu, c'est contre Manchik, justement très récemment euh, à Doha. Mm. Et donc voilà, enfin, dans les moments chauds, Sinner est là et c'est très dur de le breaker d'une part et de confirmer le break jusqu'à la fin ou au tie-break d'aller finir. Donc non, Sinner exceptionnel. En plus, il rentre dans l'histoire encore un petit peu plus. Hein. À 24 ans, plus jeune joueur et très loin devant à gagner tous les titres majeurs sur dur. Donc Open d'Australie, US Open, Masters, Indian Wells, Miami, euh, euh, l'Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris. Tout ça, c'est déjà dans la poche à 24 ans. Et puis aussi, la stat qui est encore plus folle, je trouve, c'est vraiment gagner deux Master 1000 de suite sans perdre un set. Premier joueur Ouais, de ça c'est vrai. l'histoire à réaliser la performance. Waouh, c'était fort. C'était très très Mm. fort. Et tout ça en ne laissant aucune miette. Enfin, il y a pas de, enfin, on n'a jamais, enfin, à part aller, peut-être là contre Medvedev, mais on n'a jamais vraiment tremblé sur bah là à Indian Wells et à Paris Défense que que Sinner pouvait perdre un match et encore moins, enfin, pouvait perdre un set, encore moins un match plutôt. Donc voilà, enfin. Victoire phénoménale de Sinner qui rappelle à tout le monde que oui, c'est un des deux patrons sur le circuit et hâte de le voir à Miami jouer et voir s'il pourra aller aussi loin et faire son premier Sunshine Double. Maintenant, on a fait le tour sur les deux finales du tournoi. On va pouvoir revenir Parfait. sur le tournoi plus en profondeur avec nos classiques top et flop. On va s'échanger la balle avec Alice sur des joueurs, des jeux qui auraient contre-performé ou des éléments hors terrain qui nous auraient saoulés. On va commencer avec les flops pour terminer sur une note plus positive quand même sur ce podcast. Alice, je te laisse la main. Qui as-tu en premier flop? Alors, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais je vais quand même tirer sur l'ambulance. J'avoue que... Alors, comment ne pas tirer sur l'ambulance? Tire, 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 J'ai vas-y. mis... Bon, j'ai mis un flop que je pense tout le monde pourra deviner. J'ai mis Mira Andreeva. Oui, je l'ai Mais, aussi, évidemment. mais, j'aimerais quand même temporiser aussi ce flop en disant que c'est plus au-delà d'un flop sur Mira Andreeva, c'est un flop plutôt sur la pression en général qu'on met sur les jeunes joueuses, que ce soit Coco Gauff à son époque, de qui on a attendu beaucoup, 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 et on a toujours exigé tout un tas de choses, que ce soit maintenant Mira Andreeva, qui explose en fin de match. euh, mais qui du coup contre-performe un petit peu. Alors, je crois que la dernière fois que j'étais sur le podcast, j'avais un peu posé la question Oui, de Mira Conchita, est-ce que ça continue? Je leur souhaite vraiment de continuer, hein, parce que j'adore ce duo, mais je pense quand même que là, il va falloir impulser quelque chose d'un peu nouveau, que ce soit sur le plan mental pour peut-être décompresser un peu, même si ça reste, enfin, ça reste une gamine de 18 ans, donc
elle a le cerveau qui a le droit d'exploser, en fait. C'est le propre d'être une ado. Donc voilà. Mais après, sur le plan du jeu aussi, quand on voit le potentiel d'Andreeva, je me dis qu'il manque quelque chose. Il manque un second souffle là. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon flop. Un, j'ai même envie de dire un de mes flops, mais mon flop du moment, c'est Mira Conchita. Voilà, voilà. Ok. Alors moi je te rejoins sur Mirage. J'avais aussi, malgré tout, alors même si je comprends que elle est très jeune et que c'est entre guillemets normal que dans la tête elle soit pas encore comment dire euh, construite à 100% à sa forme finale et forcément sur ce plan-là, sur comment elle aborde les matchs et comment sa combativité va évoluer, j'ai aucun doute sur le fait que ça ira de mieux en mieux. Mais c'est vrai que là, on l'a vu quitter le match en pleurs hein, après sa défaite contre Sinakova. Malgré tout, à un moment, c'est l'exigence que demande le haut niveau. Je suis d'accord aussi. Et Ouais. pour une joueuse qui est top 10, qui a été numéro 5 mondial, bon, actuellement qui est 10, mais elle peut être aussi jeune soit-elle. À un moment, si tu prétends être dans les 10 meilleures joueuses du monde, il faut être prête à ça. Et si tu te frustres trop, si tes émotions te submergent encore trop et te font encore trop mal, pour le sport de haut niveau, enfin même de très haut niveau, hein, si c'est comme ça, tu vas laisser ta place et c'est pas le monde qui manque derrière, parce que bah, y a des... alors, que ce soit des joueuses plus installées comme Alexandrova ou Bencic ou Muchova, elles sont pas si loin derrière elle, et des jeunes joueuses qui ont son âge ou un petit peu plus, enfin qui ont entre 17 et 21 ans et qui sont très talentueuses, il y en a plein actuellement. On a du Jovic, on a du Valentova, alors, je sais pas si je vais bien le prononcer, mais Yanis Tien, Mhm. l'indonésienne. Mhm. Il y a Maya Joint aussi, qui a bientôt 20 ans. Ouais, Enfin voilà, enfin, l'exigence que demande le haut niveau, c'est soit tu maintiens ta place et tu restes à ce niveau-là, ou tu sors et t'es remplacé aussi vite. Là, on l'a très vite vu, par exemple, chez les mecs avec un City Pass, alors, cas à part aussi, mais il y a encore, entre guillemets, pas si longtemps, il était dans le top 10, c'est vraiment une tête majeure dans le circuit masculin, et aujourd'hui, mais n'importe qui le bat et c'est le paillasson ah, oui, ça, c'est de une tout le circuit, belle quoi. descente, là. Alors que c'est quand même un joueur qui fait 2 fois finale en Grand Chelem, qui gagne le Masters, qui gagne 3 fois Monte Carlo, enfin, qui a quand même un palmarès plus que correct. Et non, non. Si tu ne maintiens pas ce niveau-là, on t'oublie, enfin, on t'oublie un peu, on te respecte plus du tout, et tu sors au classement. Et les deux circuits actuellement sont tellement forts et denses Tellement dense, il y a tellement de densité que tu peux que pas. au premier faux pas, tu dégages. Et c'est la loi de la jungle, encore plus au tennis, où c'est un sport très, enfin, individuel à mort, et où à la moindre erreur, tu sautes. Même, et je dis ça de ma joueuse préférée sur le circuit. Et, mais c'est l'exigence que ça demande. Alors, ok, elle est jeune, elle a encore 15 ans de carrière au minimum devant elle, et elle va forcément s'améliorer. Et à 18 ans, ce qu'elle a déjà fait, enfin, ce qu'elle a déjà gagné, il y a 99% du circuit qui rêverait de ça, Tout à évidemment. fait, tout à fait. Mhm. Mais à un moment, tu peux pas te permettre de choke des matchs aussi souvent et surtout de Tout partir dépile comme ça. avec des émotions qui te submergent comme ça. Enfin, là, actuellement, en autre jeune joueuse, il y a Victoria Mboko, qui est 9e Ouais. mondiale, qui doit avoir allez, 7 ou 8 mois de plus qu'elle et qui s'en Mhm. sort très bien et qui paraît beaucoup plus forte
dans la tête et qui s'affirme déjà beaucoup plus qu'une Mira Andreeva. Euh, Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est... Alors, je sais pas si tu veux continuer sur le flop, mais c'est... Mais vas-y, du mais coup. voilà, non, moi je l'ai fini avec, avec Mira, donc oui, ok, jeunesse, mais c'est l'exigence que demande d'être top 10 mondial. Ah, Tout à fait. Et du coup, c'est... Ouais, je te reprends sur le parallèle que tu as fait avec Mboko, qui, elle, semble en tout cas maîtriser ses nerfs beaucoup plus... de manière plus pérenne. Après, on n'a pas vu les mêmes victoires. Enfin, c'est pas le même palmarès non plus, donc c'est pas la même pression non plus, je pense. Mais ça m'a fait en fait penser. Alors, je vais prendre mon côté un peu tennis nerd, mais ça m'a fait penser à ce que Arthur Ashe disait à un moment donné au sujet des pétages de plomb de John McEnroe. Et il disait quelque chose qui, je pense aussi, est assez intéressant. Il disait, bah, moi, franchement, moi, Arthur Ashe, je peux pas me permettre de péter un câble comme ça, en fait. Parce que tout va me tomber dessus. Et je crois que dans le parallèle Mboko, Mira Andreeva, je crois qu'il y a de ça aussi. Il y a un côté de, tu sais que tu peux pas péter un câble parce que sinon tu vas te prendre des vagues de haine de fou, quoi. Donc, il y a ce côté-là, je pense qu'on peut pas non plus complètement occulter quand on compare ces deux joueuses-là, même si moi, je le répète quand même, Mira Andreeva, c'est pas le même palmarès que Mboko. Mais Mboko, ça reste quand même dans mes tops de ce tournoi. Je sais qu'il n'y a pas les résultats derrière qu'on... Enfin, c'est pas, elle n'a pas fait une finale ou voilà, elle n'a pas gagné le tournoi. Mais voilà, au niveau de l'attitude et de ce qu'elle propose et de la manière dont elle progresse aussi, je trouve que c'est une joueuse hyper intéressante à suivre, qu'on a énormément de plaisir à regarder jouer. Et même si voilà, elle n'a pas un résultat exponentiel sur ce tournoi, ça reste un de mes tops. ok. Euh, oui, bon, là, tu as bien fait de le dire, ça restait dans la suite logique, mais bon, on va rester en flop encore actuellement, et puis on fera Eh, la on a dit liste des ping-pong. tops. On a dit Oui, ping-pong. Donc un flop, oui, un mais, top, un oui, top, un flop. c'est ça. Mais non, mais moi, je te disais plutôt ping-pong, où on se balance nos flops respectifs. Mais c'est pas grave, là, ça suivait une suite logique. Tu as bien fait d'en parler. Moi, je parlais d'un flop masculin dont je trouve on parle pas assez. Je pense qu'il y a l'excuse retour de blessure qui le protège un peu trop. Mais c'est Hurkacz. Ouf, oui. Oui. J'avais Alors, oublié qu'il existait, tu vois. Oh certes, tout le punaise. monde a oublié qui il était. Mais pas moi, parce que de un, même si c'est pas Ah, mon tu joueur fais bien de préf, le relever. c'est pas mon joueur préf, mais ça reste un joueur que j'apprécie voir et qui m'a l'air fort sympa. Mais franchement, les espoirs que j'avais début janvier s'écroulent de semaine en semaine. C'est-à-dire J'avais. que à la United Cup, il fait son retour après au moins 5 mois, je dirais, de blessure. Il fait son retour. Premier match, il accroche un demi-nord qui est à la maison. Donc je dis, ok, sympa. Et ensuite, il bat Fritz et il bat Wawrinka. Je dis, ok, un très bon retour. Voyons voir ce que ça donne. On arrive à Melbourne, il bat Zido Bergs, qui certes n'est pas top 10, mais qui reste un client sérieux sur le circuit. Et à partir de là, il perd contre Queen. Et de là s'enchaîne une série de firsts. Alors certes, il perd pas que contre des peintres, mais quand même. À Montpellier, il part contre Martin Adam, qui avait fait un très bon tournoi ensuite. Il perd contre Bublik à Rotterdam, Menchik à Dubaï. Donc, on va dire, Bublik et Menchik, je pardonne un peu quand même. En plus, c'est des matchs serrés. Mais ensuite, Kovacevic, vraiment, au premier tour à Indian Wells, Kovacevic, en deux tie-break en plus, normalement un format de jeu où il devrait être à l'aise. Et donc, du coup, il est parti en challenger à Punta Cana. Et il prend 2 et 4 par Bellucci. Oh, j'avais pas Au suivi cette first, affaire. au premier tour, Ah ouais. contre Matteo.
Bellucci qui, depuis son Rotterdam de fou l'année dernière, n'a rien fait aussi. Donc, un moment, c'est des. Ah Alors, oui, bah ouais. et en plus, quand tu reviens en disant je vais prendre un coach, mais deux coachs, et pas n'importe lesquels, tu prends Ivan Lendl et Nicolas Massou en coach pour te remettre enfin, vraiment à l'annonce de ce nouveau staff, je dis waouh, il met vraiment tous les moyens possibles pour, euh, pour revenir au plus haut niveau. Et au final, c'est un pétard mouillé, quoi. Ça a duré 2 semaines. Et depuis, il fait que PL, il prend que des firsts. Alors, j'imagine que là, du coup, enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, enchaîner 6 défaites de suite dans la tête, ça doit être, enfin, il doit être dans une spirale très Ouais, c'est une euh, spirale très très dure négative. Et et négative. puis, Bien sûr. Et je lui souhaite de revenir, pourquoi pas à Miami, un tournoi qu'il a déjà gagné et auquel il performe souvent. J'espère pour lui que ça a marché, parce que c'est quand même un joueur que, que j'apprécie globalement. Et j'ai pas du tout envie de l'enterrer maintenant. Mais voilà, juste pour dire que sur les derniers mois, il y a quelques défaites que je pardonne contre Bublik, contre Menchik. Mais il y a d'autres, à un moment, ouais, et puis en plus, pour ça doit catch, il être y a du niveau quand même. vraiment. Ouais, ça doit être vraiment dur dans la tête parce que du coup, en général, quand tu repars. Enfin, ça arrive hein, que certains joueurs qui sont sur le circuit ATP, enfin, voilà, le circuit, enfin, décident de repasser un cran en dessous en challenger pour essayer de regagner la confiance. Mais en plus, tu te dis, le gars, il part en challenger pour refaire un petit peu de confiance peut-être et voilà, Hmm. enchaîner des matchs surtout. Et Et, bim, un flash, c'est vrai que c'est et pas. contre Bellucci, quoi. Je suis Ouais, désolé, ouais, mais mais... après, contre n'importe qui, je pense, sur cette série-là, quand tu fais le choix de te dire, bon, Oui, je redescends un cran pour. non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans les challengers de deuxième semaine de Master 1000, Ouais, tu peux aussi t'as des gros retrouver. noms. Enfin, comme Oui. à Phoenix, par exemple, où t'as toujours des noms sympas. Et s'ils perdaient contre ces noms-là, ça serait chiant, mais à la limite plus explicable. Là, non. Là, non, tu peux pas perdre contre Bellucci. Et surtout 6-2, 6-4, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est un peu. Peut-être le Bref. 6-4 était accroché, je sais pas, je l'ai pas vu, mais. Voilà. Mais bref, voilà. Je voulais quand même dire un mot sur pour catch. As-tu un autre flop, Oh Alice? bah là, je pense que t'as tué les flops. C'est vrai que Urka, je l'avais pas vu arriver, et en même temps, tu fais vraiment bien de le relever parce que. Ouais, ça a surveillé, effectivement. Ok. T'en as un autre ou pas du coup? Non, 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 moi Non. Ok. je Alors, suis je sympa cette vais. semaine, je suis sympa. Ok. Alors, moi, je vais pas rentrer dans les détails pour pas que le podcast dure 3 heures, mais voilà, quand même un poil déçu des défaites très tôt de Bublik, Fritz et de Minor. Juste pour citer Demi-nord, ouais. Demi-nord, pas que, contente du tout de ce flop. que Ouais, je te rejoins là-dessus. Fritz qui perd vraiment chez lui. Donc au-delà d'être aux États-Unis, c'est vraiment chez lui, dans son club, dans son tournoi, dans sa maison, dans sa ville presque, qui perd contre Mikkelsen, qui certes c'est un bon joueur solide, mais qui, normalement Fritz a 10 fois son niveau et surtout depuis la régularité qu'il a gagné ces dernières saisons. Un peu déçu, même si on sait qu'il traîne une blessure pas cool aux abdos, il me semble. Donc ça explique peut-être ça, mais quand même, tu as perdu au troisième tour à Indian Wells. Idem pour Bublik, qui donne le premier top 10 de la carrière de Hijikata. Et au-delà de la défaite, c'est plus dans le comportement où plus ça passe, plus j'ai l'impression de revoir l'ancien Bublik, comme on l'a eu à Rotterdam aussi, où ça s'énerve pour rien, ça à chaque point perdu, ça insulte ou ça une excuse à droite à gauche, ça recasse des raquettes et ça se concentre plus sur le jeu. Et là, il retourne dans la ligne jaune, où ça peut rebasculer du Mhm. mauvais côté. Et j'espère pas, parce que Bublik, quand il est focus sur le jeu, ça donne d'excellentes choses, comme on a pu voir ces derniers mois. Et Ouais. j'espère qu'il va se remettre dedans. Et de Minor qui prend 4 et 4 sur Nori.
Nori qui ira jusqu'en quart de finale et perd contre Alcaraz, mais Nori qui est juste devenu un joueur de coups. C'est quand même triste de le voir battre un demi-nord qui était pareil très régulier, qui perdait plus contre des joueurs hors top 20 depuis longtemps. Et ça me fait mal de le voir perdre là, mais bon, lui, Oh, j'étais surprise pour des mineurs. Après, je me dis qu'il a droit aussi d'avoir un c'est petit coup de ça mou. Il a été tellement aussi. constant pendant. Mais bon, c'était un peu. J'étais, ah bah mince, Bien sûr. parce que Après, j'ai totalement confiance en lui pour revenir très fort sur les tournois suivants. Enfin, j'espère que c'est qu'une sortie de route comme il arrive à tout le monde sur le circuit. Mais voilà, sur la semaine, on doit le mettre en flop là, mais bon. Et il sort que, enfin, pour le moment, il est quand même sur une saison tout à fait correcte, l'ami Alex. Voilà pour les flops. Allez, on termine avec nos tops. Alice, du coup, je te laisse la main. ah oui, c'est moi qui reprends la main là avec. Mais j'ai déjà dit une partie de Ah mon top. oui, t'as Non, mais dit après, beaucoup. Mais vas-y, sur mes tops parce que j'ai beaucoup aussi. parlé. J'en ai d'autres quand même. Bon, Medvedev, c'est vrai qu'on en a bien parlé, mais je trouve qu'il donne une super feuille de route à tout le monde. Et puis, moi, dans mes tops, j'ai Svitolina aussi. Mhm. Euh, certes, Ouais, je l'ai aussi. qui. Oh, vas-y, oui, dis-moi. Non, je l'ai aussi. Mais vas-y, Ouais, je trouve tu en parleras que. mieux que moi. Je trouve que ouais, elle manque une marche, mais cette constance qu'elle a et puis le tennis qu'elle propose qui change complètement de celui qu'on peut voir chez les grandes serveuses bon, voilà, qu'on a nommées voilà, Sabalenka et Rybakina. Je trouve que ce qu'elle propose derrière est vraiment hyper positif. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai pas voulu être trop négative, donc j'ai pas parlé de Swiatek dans mes flops. Ça aurait été un peu méchant, un peu dur, peut-être un peu précoce. Mais bon, la voir prendre l'ascendant sur Iga Swiatek, j'ai j'ai beaucoup apprécié son match et cette capacité qu'elle a à être bah, toujours au rendez-vous là depuis 4-5 mois. Alors oui, elle a écourté sa saison l'an dernier, sa fin de saison et c'était un bon choix. Je pense que c'est vraiment un choix payant parce que là, sur le début de saison 2026, elle est en feu et on sait ce qu'elle peut faire aussi sur terre battue. Elle a déjà remporté Strasbourg, elle est allée loin Roland, demi, voilà. Donc, c'est ce qu'elle fait là sur dur. Je ne m'attendais pas à la retrouver à un tel niveau. Et d'ailleurs, dans une des capsules du tournoi d'Indian Wells, elle a dit qu'une des choses dont elle était vraiment fière, c'était son comeback. Et je pense que vraiment, il y a de quoi être fier. Bien sûr, bah, je veux pas dire beaucoup de choses en plus que toi, parce que tu as déjà tout dit, mais vraiment, à part, bah, on va dire que le premier rang en WTA, c'est Sabalenka et Rybakina, et au deuxième rang, vraiment, Svitolina tient le trône, hein. Je pense que en deuxième rideau, Svitolina est peut-être, allez, la troisième, quatrième meilleure joueuse du circuit en ce moment Mhm. et qui réalise pardon, un début de saison phénoménal avec un titre à Auckland. Elle fait demi-finale à l'Open d'Australie. Oui, Bah, là, elle refait demi à Indian Wells. Et ensuite, bah, elle fait finale à Dubaï aussi. Enfin bref, elle a déjà pas mal de beaux score dans ce premier trimestre. Et voilà, quand tu compares à la race, elle est troisième avec Deco avec Pegula. Et voilà, enfin, c'est pas très étonnant vu le début de saison qu'elle fait. Et vraiment, on peut que saluer la prestation, enfin, les prestations qu'elle fait. Et depuis son retour de grossesse, c'est vraiment une joueuse phénoménale. Et j'adore l'avoir jouée. Euh, un top à moi que je vais enchaîner. Alors même s'il n'est pas allé très loin dans le tournoi, je tiens à saluer Ben Shelton. Parce que bon, certes, il perd contre Tien au troisième tour, il me semble, en 3-7, oui. c'est ça. Mais vraiment,
j'adorerais jouer comme Shelton quand je suis malade. Parce que vraiment, sur les deux matchs qu'il fait, donc au premier tour sur Opelka et contre Tien après, on le voit qu'il est pas bien, il est malade, que son ventre lui joue un tour pas cool. Mais vraiment, il a fait deux matchs de haut niveau en étant vraiment, je pense, à 50% de ses capacités physiques et ça se voyait sur le court. Et donc, même s'il n'est pas allé très loin, je tenais vraiment à saluer sa combativité. Et les deux matchs qu'il a fait, parce que vraiment, si malade il peut avoir ce niveau de jeu, bah vraiment, quand il est en forme, là, pour Miami, si la maladie est partie, je le mets dans les outsiders sérieux, et très sérieux. Ouais, Voilà. c'est vrai il peut aller un peu plus loin, plus surtout chez lui. Et puis, du coup, t'as presque cité, moi, un de mes tops aussi. T'as mentionné Shelton, mais euh, pareil, hein, évidemment, il va pas super loin dans le tournoi, mais pour moi, Lerner-Team, c'est aussi un de mes tops. Oui, il explose contre Sinner, mais en même temps, c'est Sinner. Bien. Après, ça fait partie de ces joueurs que j'ai envie de voir plus souvent. Ouais, moi aussi. Et ça donne envie vraiment la suite dans les idées que le tennis américain côté garçon c'est pas mal du tout. Je pense qu'il enfin, on va attendre peut-être 1 ou 2 ans là que ça arrive bien à maturation, mais après ce sera vraiment pas mal à suivre. Vraiment fort. Ensuite, pour quand même revenir chez les femmes, j'ai quand même envie de dire un mot sur la jeune Talia Gibson, l'Australienne qui a troué tout le tableau et qui s'enchaîne, enfin, qui est sortie des qualifications déjà, et qui ensuite s'enchaîne Alexandrova, Tauson et Paolini en perdant 3-7 contre Noskova. Trois grosses victoires avec une top 10 en prime. Vraiment fort. Un peu comme ce qu'on a dit avant dans un autre cadre avec Medvedev, à voir si c'est qu'un one shot ou si elle va réussir à maintenir ce niveau-là sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais vraiment énorme tournoi qu'il fallait souligner. Est-ce que tu as d'autres tops ou pas? Non, ça va, je vais en garder quelques-uns. J'ai quelques idées, mais je vais en garder quelques-uns pour Miami pour voir si ça Ok. confirme. Donc je Bon, m'arrête là. ok, très bien. Bon, je veux juste finir avec, je pense que quelque chose que l'on partage. On va dire que ce tournoi-là a bien aidé quelques revenants. On a parlé de Medvedev en long et en large tout à l'heure, mais il faut pas oublier Draper et Arthur Fils qui reviennent Oui. de blessures. Draper qui s'est payé Djokovic en huitième de finale. Donc performance largement à souligner, ce que battre Novak, c'est pas non plus, enfin ce n'est pas et ça ne sera jamais quelque chose de facile ou de anodin. En plus, c'est pas jusqu'au tie-break du troisième set ou même hein, il sert à 5-3 pour le match et il se fait revenir et même dans le tie-break, il est pas loin de se faire avoir, mais il résiste avant de perdre contre Medvedev en quart. Et Mm. puis pour Fils, encore un tournoi génial. Certes, il y a cette défaite très sèche contre Zverev, mais bon, on retiendra une belle victoire contre Félix, tout de même, en sauvant deux balles de 7 dans le tie-break du deuxième et dans ce même tie-break où il était mené 5-0. Et bon, on connaît Félix, hein, encore une fois, je le répète, quand Félix n'a pas un toit au-dessus de sa tête, j'ai pas confiance en lui, toujours pas. Et puis, J'avoue qu'il t'a pas rassuré là sur ce tournoi. C'est vrai voilà. que. Et puis les deux victoires très conquérantes contre Kuzmic au premier tour et Fucsovics au deuxième. Donc voilà, Fils, j'ai hâte de voir ce que ça peut te donner à Miami. Et puis ensuite, sur terre battue, surface où aussi il est très à l'aise.
Mais vraiment, j'espère au minimum qu'il nous fera soit un quart de finale en Grand Chelem, ou au moins une demi, voire une finale en Master 1000. Enfin, je veux au moins un tournoi de filles sur la saison où il performe au haut niveau, vraiment. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce tournoi Ouais, je d'Indian suis Wells. d'accord avec toi sur la commande, ouais, pour fils, Voilà, effectivement. et aussi, hein, quand même. Donc voilà, on va vous laisser avec encore un podcast relativement long, un bon pavé, mais au moins on a pu revenir en détail sur ce beau tournoi de Californie. Et voilà, on se retrouve très vite pour parler de Miami qui a commencé dans les jours à venir. Voilà, prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée, puis on se retrouve très vite pour Miami. Salut tout le monde.